Bonsoir et bienvenue dans cette édition suite à la proclamation des résultats globaux définitifs du baccalauréat session 2025-2026 par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Les acteurs du système éducatif saluent les résultats de cette session. Une performance qui vient récompenser les efforts et les sacrifices consentis par l'ensemble des acteurs tout au long de l'année académique. Hima Saïbou et Abdoulaye Moussa. 89 143 candidats. Les résultats globaux définitifs de la session 2025-2026 du baccalauréat ont été officiellement proclamés le vendredi 14 août dernier. Ainsi, un taux de 40,61% de réussite a été enregistré sur le plan national. Ces résultats satisfaisants sont positivement appréciés par certains responsables d'établissements, tant publics que privés. Pour eux, la résilience et le sacrifice des différents acteurs expliquent en grande partie ces taux forts encourageants. Les résultats ont été satisfaisants. Nous avons eu un pourcentage de 37,34% pour les deux séries A et D. Et en série D, nous avons eu 42,12%. Donc vraiment, on va dire que c'est acceptable. Par la grâce d'Allah, c'est des résultats satisfaisants. Moi, je pense que c'est déjà le fruit du sérieux qui est mis dans l'organisation de cet examen désormais, qui ouvre la porte aux bacheliers à des études supérieures. Et c'est bien normal. Et c'est un très bon signe. C'est la résilience qui a fait en sorte que nous sommes toujours debout et que nous continuons malgré tout à assurer la qualité parce que c'est notre engagement. L'Association nationale des parents d'élèves et étudiants se réjouit également de ces résultats du baccalauréat session 2025-2026, une occasion saisie pour féliciter tous les acteurs qui ont concouru à obtenir ces résultats. Nous sommes vraiment satisfaits de ces résultats parce que nous avons vu une nette amélioration par rapport à l'année passée. Du coup, nous pensons que cette année, au niveau de l'éducation nationale, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été menés, qui ont permis à ce que les élèves vraiment ont eu à bénéficier de ces premiers diplômes universitaires. Et nous rendons grâce à Dieu de ces bons résultats. Et tout cela, c'est vraiment les efforts conjoints de tous les acteurs qui sont vraiment impliqués dans l'organisation de la formation de nos enfants. Ce taux de 40,61% est unanimement salué par les différents acteurs. Ces derniers souhaitent également que ce taux, qui a connu une nette amélioration comparativement à celui de l'année dernière, continuera de connaître une progression fulgurante à la prochaine édition. Le métier de graphiste est-il en train de changer de visage avec l'essor de l'intelligence artificielle? Des créations qui nécessitaient autrefois plusieurs heures de travail peuvent aujourd'hui être réalisées en quelques minutes. Pour les graphistes, elles représentent à la fois une nouvelle source de créativité et un défi pour leur profession. Alors, l'IA est-elle une alliée ou une menace pour le graphisme? Élément de réponse dans ce reportage signé Adam Abdelaziz. Conception de logos, d'affiches publicitaires, d'identité visuelle ou encore de support de communication, le graphisme occupe aujourd'hui une place essentielle dans la communication des entreprises, des institutions et des particuliers. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, de nouveaux outils permettent désormais de générer des visuels en quelques instants, transformant progressivement les méthodes de travail. Une évolution qui suscite des interrogations quant à son impact sur le métier. Depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a eu vraiment un changement significatif. D'abord, sur certaines tâches que nous prenons plusieurs heures à exécuter. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous gagnons beaucoup plus de temps. Pour certaines images que nous avons des difficultés à obtenir, genre, par exemple sur des banques d'images ou quelque chose de très spécifique, maintenant avec l'intelligence artificielle, avec les prompts, nous arrivons à générer l'image souhaitable que nous voulons exploiter pour nos visuels. Si nous avons des campagnes de communication aujourd'hui avec l'IA, j'ai juste à expliquer le message à faire véhiculer et il nous facilite le processus. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, certainement, comme tout le monde, on a dû être bluffé par son arrivée brusque déjà sur le marché.
parce que ça a dû vraiment prendre un impact réel sur le graphisme. Beaucoup d'affiches circulent sur les réseaux sociaux de IA faites avec l'intelligence artificielle. Donc récemment même, j'ai dû perdre un contrat à cause des IA. Donc je sais presque comme tout le monde que ça vraiment, les clients utilisent beaucoup IA en fait dans leurs affiches. Si ces outils facilitent certaines tâches, les utilisateurs estiment que la créativité, l'expérience et la maîtrise technique demeurent des atouts que seule l'expertise humaine peut pleinement apporter. C'est un outil qui nous aide à travailler, mais pour moi qui suis client, je n'utilise pas l'IA pour mes conceptions. Je préfère faire appel à un professionnel parce que lui, c'est l'humain. C'est l'humain qui fait exécuter l'IA, donc il fera beaucoup plus une affiche professionnelle que l'IA. Mais tout de même, l'IA reste indispensable. Pour les graphistes, l'enjeu n'est donc pas de s'opposer à l'intelligence artificielle, mais d'en faire un usage responsable tout en préservant la valeur ajoutée de leur métier. C'est vrai, ça facilite beaucoup de choses, surtout on sait que nous avons beaucoup de clients qui n'ont pas un certain budget pour essayer de pouvoir opter pour des affiches ou des créations, pour des campagnes, pour des produits. Mais néanmoins, c'est très important, nonobstant le fait qu'ils vont exploiter l'IA, de toujours faire recours à des professionnels. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le graphiste, ce qu'il réalise, c'est un chemin d'expérience, de formation qui lui permet d'aujourd'hui de réaliser ces choses. Or, aujourd'hui, avec l'IA, on peut comprendre qu'il suffit d'éléments manquants. Toi qui dis que tu pouvais faire pareil, tu peux te retrouver limité. Une affiche, c'est juste une représentation. Donc, elle doit faire passer un message. Toutefois, il faut savoir que l'esprit humain ne peut pas être concurrencé, surtout pas face à une intelligence artificielle. Donc, choisissez bien ce que vous voulez faire. Si vous voulez aller au-delà de votre créativité, si vous ne voulez pas faire comme tout le monde, choisissez un humain. Mais si vous voulez faire comme tout le monde, choisissez une IA. Si l'intelligence artificielle s'impose comme un outil de création, les professionnels du secteur rappellent que la créativité, le sens artistique et l'expertise humaine demeurent au cœur du métier de graphiste. Connu pour ses nombreuses vertus, le beurre de karité est un produit naturel largement utilisé à Niamey. Sur les marchés, il se retrouve sous différentes formes et attire de nombreux consommateurs, notamment pour les soins corporels, mais aussi pour certains usages alimentaires et traditionnels. Entre ses multiples bienfaits et son commerce, le beurre de karité occupe ainsi une place importante dans le quotidien de nombreux Nigériens. Fatouma Kosoko, Maman Sani Hassan et Massaoudou Hachim. Sur les marchés de Niamey, le beurre de karité occupe une place importante parmi les produits naturels proposés aux consommateurs. Disponible sous forme de pâte ou de beurre solide, il se distingue par son aspect authentique et son odeur caractéristique qui séduit de nombreux acheteurs. Utilisé depuis longtemps dans les soins corporels, il est reconnu pour ses propriétés hydratantes et réparatrices, notamment pour la peau et les cheveux. Certaines personnes l'intègrent également dans leur alimentation ou dans les préparations traditionnelles en raison de sa richesse nutritive. L'usage du beurre de karité est très varié. Il est utilisé pour les fractures, le massage, les soins du nouveau-né, la peau, les cheveux et par les adultes. Il est utilisé aussi par les personnes souffrant de rhume. Il est utilisé aussi par les bébés atteints de rhume. Les mères passent le beurre autour du sein pour soulager leurs enfants et pour réparer la peau. Le beurre de karité n'a pas un temps de disponibilité. Il est vendu à tout moment. Quant aux nutritionnistes, ils nous expliquent l'utilisation du beurre de karité dans le traitement de certaines maladies. Le beurre de karité, c'est un produit issu spécifiquement de la technologie de transformation de graines de karité. Il est constitué principalement d'une substance lipidique. Il accompagne d'autres traitements qu'il faut traiter avec le beurre de karité. C'est surtout des pathologies qui concernent la peau. Donc souvent on l'utilise pour appliquer à la peau quand il s'agit de ces genres de maladies. Le beurre de karité est peu utilisé pour traiter des maladies nutritionnelles. Par contre, il est donc recommandé sa consommation en quantité modérée parce qu'il permet d'apporter à l'organisme de l'énergie de réserve, ce qui peut permettre à l'organisme d'avoir des tissus adipeux qui peuvent donner le surpoids ou l'obésité.
Les commerçants évoquent la commercialisation et la provenance du beurre de karité. Je vends du beurre de karité. L'unité est à 250 francs. Il provient du Togo. Bolanga, il y a 250. Je vends du beurre de karité. Il traite beaucoup de maladies. Les hommes et les femmes viennent acheter en grand nombre. Le beurre de karité reste à la fois une source naturelle et une source de revenus pour de nombreux responsables de famille. Entre vertus et opportunités commerciales, ce produit local continue de trouver sa place dans les habitudes des consommateurs. Elle court, défend, attaque et enchaîne les paniers avec une seule ambition, se faire une place dans un univers longtemps perçu comme essentiellement masculin, où les femmes doivent encore parfois faire leurs preuves à travers leur engagement et leur performance. Ces basketteuses démontrent que le talent n'a pas de genre. Immersion dans ce sport où les femmes s'imposent avec Rachidatou Jibrila et Maman Sani Hassan. Sur les terrains de basketball, les femmes sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à se faire remarquer par leur talent. Entre dribbles, passes et tirs au panier, ces jeunes basketteuses s'investissent pleinement dans cette discipline autrefois largement dominée par les hommes. Portées par la passion, elles tentent de se faire une place dans l'univers du basketball nigérien. J'ai commencé le basketball il y a de cela 2 ans, mais je suis concrètement dedans il y a de cela 1 année. C'était parce que j'ai vu des élèves jouer plus ou moins. Je me suis dit que pourquoi ne pas essayer. Et au fur et à mesure, c'est devenu plus ou moins une passion. Les gens, quand ils entendent dire une femme, ils se disent que la femme, elle est faite pour être à la cuisine, pour faire le ménage, tout ça. Mais de plus en plus, les années qui passent, ils se disent qu'elles ne sont pas faites que pour ça. Parce que la majorité des femmes, elles sont douées et flexibles dans tous les domaines. Du coup, je me dis que c'est pas que pour passion, mais aussi pour se faire voir au-delà de la cuisine. Le message que j'ai, c'est si vous avez un rêve à réaliser, n'ayez pas peur des jugements, de regard des autres. Franchement, foncez et aimez ce que vous faites avec un seul cœur. J'ai commencé le basketball étant toute petite grâce à mon frère depuis 2015. Il y a des jeunes aussi qui sont talentueuses et qui osent aussi rêver. On rencontre de nombreuses difficultés, surtout familiales et sociales, des injures, surtout côté de la société. Venez vous lancer, c'est pas quelque chose de grave. On est là, on va vous encourager aussi. À force de m'entraîner, de jouer, et j'ai commencé vraiment à aimer, avoir de l'amour pour ce sport. Et le basketball m'a appris à être disciplinée et à cultiver le sens de l'équipe. Et je dirais qu'aujourd'hui, le basketball occupe pleinement ma vie. Et c'est un sport que je ne me vois pas sans. Ce qui était au départ juste une activité physique est devenu aujourd'hui une passion pour moi. Et les clubs qui commencent de temps en temps à recevoir des filles qui veulent vraiment apprendre à jouer au basket. Donc c'est un pas vers le basket. Les difficultés que nous rencontrons, c'est que nous n'avions pas assez de terrain de basketball. Pour jouer au basket, tu dois te déplacer à des kilomètres. Il y a des hommes qui te voient comme un garçon, qui pensent que c'est parce que tu joues au basket, tu te comportes comme un homme, alors que ce n'est pas le cas. En fait, si vous voulez jouer au basket, ne pensez pas que voilà, je suis une femme. Non, est-ce que moi je m'entraîne, personnellement je m'entraîne au basket, mais vous voyez, je porte un bonnet, je porte des collants pour dire que même avec ta religion, il n'est pas dit forcément que c'est parce que tu es musulmane que tu dois venir te dénuder ou bien quelque chose du genre. Tu peux jouer comme tu veux en t'habillant pudiquement aussi. J'ai commencé le basketball, c'était en janvier 2023. Maintenant, il y a plus de nombre de jeunes filles qui jouent au basketball. Pour favoriser le basketball féminin du Niger, il faut créer plus de terrains de basketball et organiser régulièrement des tournois afin de remarquer le niveau des filles, si ça progresse ou non. Et il faut aussi les encourager. Pour les encadreurs et responsables sportifs, la présence croissante des femmes sur les terrains de basketball traduit une évolution du sport féminin au Niger. Au niveau du basketball féminin au Niger, les femmes s'imposent. Au fur du temps, il y a vraiment beaucoup de masses au niveau féminin qui s'intéressent au basketball nigérien. Le message que j'ai à dire, vraiment, c'est de venir. C'est un sport passionné. Parce que moi qui est coach, je l'ai pratiqué dès bas âge, à l'âge de 12 ans. Et maintenant, là, vous voyez, donc je continue à les pratiquer, à entraîner. Le sport, surtout le basket, c'est un sport d'intellectuel.
Et quand tu le pratiques, on te considère intellectuel parce que c'est quoi? Tu réfléchis. Je demanderai à jeunes frères entraîneurs d'encourager beaucoup plus la pratique du sport, surtout le basketball, au niveau de la jeune fille et par rapport aux garçons. C'est pas qu'on va abandonner le garçon, mais d'encourager encore plus les jeunes filles à s'adonner beaucoup plus au basket. Même si plusieurs défis restent à relever, les femmes continuent d'imposer leur présence sur les terrains de basketball. À travers leur engagement, leur discipline et leur persévérance, elles contribuent non seulement au développement du sport féminin, mais également à inspirer une nouvelle génération de jeunes filles passionnées de basketball. Ce soir, notre rubrique Portrait d'artiste nous amène à la découverte d'un homme à double casquette. Sur scène, il chante l'espoir au rythme de son reggae. Dans ses chants, il cultive l'avenir du pays. Lui, c'est Yacouba Momoni alias Blackmailer, un artiste engagé qui fait également de l'agriculture notre terrain d'expression et d'action. Son portrait avec Ibrahim Abdoulaye et Abdurazak Amadou. Yacouba Adamou alias Blackmailer est l'une des figures marquantes du reggae nigérien. Auteur, compositeur et interprète, il porte depuis près de 30 ans un message de prise de conscience, d'engagement et d'espoir à travers sa musique. En effet, Blackmailer entre dans la musique en 1996 comme choriste au sein d'un orchestre de la place. Puis, l'année suivante, il participe à la reconstitution de l'orchestre universitaire baptisé les Camarades du Campus en 2017. C'est en ce temps qu'il forge son style reggae ancré au texte en français et en langue nationale. Depuis mon enfance, j'interprétais les chansons, j'interprétais les instruments traditionnels. J'ai commencé à écrire. Bon, j'ai compris que les gens ne lisent pas beaucoup. Donc c'est tous ces textes-là qu'au fil du temps que j'ai transformé de façon poétique en musique. Étant alors étudiant en faculté de droit à l'université Abdou Moumouni de Niamey, en 2000, Blackmailer débute une carrière solo. Son premier album, Libération, sort en 2001. 8 ans plus tard, il revient avec Coup de destin en 2009. Deux projets qui s'installent comme une voix qui compte dans un paysage musical du pays. Le titre Libération, c'est ça qui m'a lancé à l'international. Mais sa compréhension a été beaucoup plus difficile pour les gens, compte tenu de son caractère surtout philosophique. Donc le titre a été l'objet de beaucoup de colloques à l'université de Niamey et dans beaucoup des instances. Parce que dans les speech, j'ai beaucoup mis l'accent en particulier, j'allais dire, sur la libération et surtout sur la souveraineté alimentaire. Au-delà des albums, Blackmailer est un artiste de scène. Son reggae se veut proche du peuple. Il chante les réalités du quotidien, la jeunesse, la gouvernance et appelle à la prise de conscience. Chaque échec, nous devons le transformer en défi. Aujourd'hui que nous sommes dans cette dynamique de la libération, ce n'est pas seulement une affaire des politiques, mais c'est une affaire de tout le monde, et particulièrement les jeunes. Nous devons nous sacrifier. Même si c'est de la tomate, même si c'est de la cola, même si c'est de la musique que tu fais, tu dois te donner à fond dans ce que tu as choisi de faire ou d'être. C'est très important pour un jeune. Pour réussir, il faut travailler. Donc la chance est en relation et en lien avec le travail. Et pas n'importe quel travail. Le travail vraiment assidu. Pour l'artiste, chanter le développement du Niger ne suffit pas. Il faut accompagner avec les actions concrètes. Je me suis permis de créer un concept de la culture à l'agriculture. Pour moi, la culture, indépendamment de l'aspect identitaire, c'est aussi, n'est-ce pas, donc un maillon d'émancipation. Il faut émanciper, il faut sensibiliser les populations. Aujourd'hui, dès qu'on dit paysan, dès qu'on dit producteur agricole, c'est tellement péjoratif dans l'esprit des communs, surtout des Nigériens. C'est la production agricole, dans toute sa diversité, qui maintient les grandes villes et qui nous maintient.
La musique sensibilise, l'agriculture nourrit. Aime-t-il dire, Black Mailer ne fait pas que de la musique. Il a aussi choisi de faire de l'agriculture un métier. Sur ce lopin de terre, il expérimente quelques plantes avant de les irriguer sur son jardin d'1 hectare situé à Hamdallaye. Ça, c'est l'expérimentation de la papaye. Ça, c'est Red Royal. Donc, il y a des gens qui ont 1000 pieds qu'on accompagne. Les gens pensent que pendant la saison de pluie, on ne fait pas la tomate. Tu as vu, nous, on est en train d'expérimenter. Ça a déjà commencé à fleurir. D'ici fin septembre, là, Inch'Allah, on va commencer la récolte. Tu peux mettre la salade, tu peux mettre les poivrons. Et ensemble, tu cueilles les moringas, parce que ça crée un écosystème pour eux. Il y a des courges. Ça, c'est un seul pied qui a fait ça. Un seul pied. Donc, nous sommes en train de faire une grande expérimentation sur les grands sites. Avec plus de 2 décennies de carrière, Black Mailer fait partie des pionniers qui ont fait vivre le reggae au Niger. Il représente cette génération d'artistes qui ont choisi de rester au pays pour chanter le pays. La liberté des enfants de Dieu. Voyons à présent les points saillants de l'actualité internationale en plus bref et en images avec Ridouane Bolmay. La République démocratique du Congo fait face à sa 17e épidémie d'Ebola, désormais considérée comme la plus meurtrière de son histoire. Selon les derniers chiffres rapportés, 2325 personnes sont mortes sur 4945 cas confirmés, dépassant ainsi le précédent bilan de l'épidémie de 2018-2020 qui avait fait plus de 2300 morts. L'épidémie déclarée officiellement le 15 mai 2026 touche actuellement 6 provinces du pays. La riposte sanitaire reste confrontée à plusieurs difficultés, notamment la négation de l'existence du virus, les problèmes logistiques, l'absence de vaccins adoptés à la souche et les revendications du personnel de santé. Ces obstacles compliquent davantage les efforts des autorités et des équipes médicales pour contenir la propagation de la maladie. Le Zimbabwe est endeuillé par le naufrage le plus meurtrier de son histoire. Le bilan est désormais de 80 morts après la découverte dimanche de 8 nouveaux corps dans le lac Kariba. 77 personnes ont été secourues tandis que les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d'éventuelles autres victimes. Le froid hivernal ralentit toutefois la remontée des corps à la surface. Dans la région de l'extrême nord du Cameroun, l'épidémie de choléra continue de progresser. Depuis la mi-juillet, plus de 1000 cas et 28 décès ont été enregistrés. Face à cette situation, les autorités sanitaires renforcent la riposte dans plusieurs districts, notamment à Mora, Fotokol, Mada, Makari et Kolopata. Les équipes médicales assurent le dépistage et la prise en charge des patients confirmés. La prévention constitue également un volet essentiel de la riposte. Des relais communautaires sillonnent les quartiers pour sensibiliser les populations sur l'hygiène, l'assainissement, l'accès à l'eau potable et les dangers à la désinfection à l'air libre. Dans cette région confrontée à des conditions sanitaires difficiles, les autorités redoublent d'efforts pour contenir la propagation de la maladie alors que la saison des pluies pourrait favoriser davantage sa transmission. Le Cameroun a remporté dimanche la Coupe d'Afrique des Nations féminines en dominant le Malawi sur le score de 3-0 en finale. Une victoire historique pour les Lions indomptables qui décrochent ainsi leur premier sacre continental à leur 4e tentative. Dans les tribunes, la victoire a été célébrée avec enthousiasme par la délégation camerounaise, notamment Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.